Moi, j'avais une autre motivation Ouais. finalement qui était plus celle de pousser mon corps, d'aller découvrir mon corps Ah. dans des zones encore inconnues. C'est-à-dire, Mhm. au bout de 50 jours, ben, je voulais voir est-ce qu'on est capable de le finalement. Au début, on avait prévu 100 jours et on l'a fait en 83 jours. Ouais. Donc, c'était de voir tiens, est-ce qu'on est capable de le finalement de. Au lieu de faire 30 km par jour, est-ce qu'on est capable de faire 35? Est-ce qu'on Ouais. est capable de faire 40? Toi, c'était d'aller pousser toujours un petit peu plus loin et d'aller voir jusqu'où je suis capable d'aller et Ouais. jusqu'où mon corps est capable d'encaisser. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Salut à tous et bienvenue sur Objectif Finisher. Donc aujourd'hui, j'invite On parlait de ton prénom justement. Il est rare, il est précieux et il est beau. Et tu t'appelles Fleury, roue de ton nom de famille. Comment ça va déjà là? On est à Chamonix, dans cet environnement, comment tu te sens là? Eh ben, ça va super. C'est sûr que c'est un environnement particulier. Moi, j'aime bien cette vallée. J'aime bien la course en elle-même. Il y a toujours une ambiance un peu particulière. Mm. Après, il y a de quoi dire sur le circuit UTMB, mais la vallée et puis la semaine de l'UTMB, ça reste quand même un événement particulier. Et donc, forcément, il y a du monde de partout et on se sent toujours très bien quand on est trailer dans ce coin-là. Ouais, tu te sens bien dans ce coin-là, pour cette raison-là, mais je dis mais, je pourrais dire simplement t'es plutôt dans des endroits au calme, toi. Ouais, effectivement, en fait, j'aime bien cette transition, justement, passer de Mhm. l'endroit où Ouais. tu vois beaucoup de monde, il se passe beaucoup de choses, et puis le retour au calme aussi est important. Je pourrais Ouais. pas vivre toute l'année à Chamonix, par exemple. Mhm. Il y en a qui y vivent, mais moi, franchement, je pourrais pas, trop touristique quand même. Ouais. Et je préfère les petites montagnes justement, moins touristiques et un peu plus calmes. Mhm. Si tu devais te décrire aujourd'hui là, ceux qui te découvrent, parce que sur le podcast, on n'est pas, je suis pas exclusif trail, on parle aussi de triathlon, on parle d'outdoor, on parle d'alpinisme, un peu de course d'orientation et de raid. D'accord. Et ceux qui, si je parle d'orientation, forcément, ceux qui aiment cette discipline te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais Fleury? Alors j'ai un profil un peu particulier parce qu'effectivement je pratique, enfin dans le monde en tout cas de l'outdoor, je pratique quand même pas mal de disciplines, notamment la courte orientation puisque je suis venu par cette porte-là à travers le sport de haut niveau. Mm. Donc je l'ai pratiqué pendant plusieurs années, 5 ans en équipe de France, Ouais. surtout dans les équipes jeunes. Ouais. Et j'ai suivi un cursus qui emmenait en fait justement à la performance, donc pour apprendre aussi à être un peu sportif de haut niveau, quoi, Mhm. en passant par les sections et puis par les équipes de France. Après, moi j'ai toujours eu une appétence quand même sur tous les sports montagne, mais plutôt moyenne montagne parce que je viens originaire de Saint-Étienne et on a le massif du Pilat à côté de chez nous, donc c'est un massif que j'adore. Et on y pratique le ski de fond, le VTT, le vélo de route et puis le trail bien sûr. Donc à côté de chez moi, il y a une course très connue qui s'appelle la Saint-Élion. Alors certains ne considèrent pas cette course-là comme une course de trail, mais pourtant ça reste quand même un événement Hein. assez exceptionnel et particulier. Et du coup, voilà, moi je pratique un petit peu toutes ces disciplines-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a le train. Depuis qu'on est là, alors d'ailleurs, on est au chalet avec la clinique du coureur. Merci Blaise et toute l'équipe de nous accueillir, comme toujours, aussi sympathiquement. Il y a beaucoup d'énergie à Chamonix, comme tu disais tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'énergie quand on est avec la clinique du coureur. Ça forme, ça partage, ça coach, ça monte, ça grimpe, etc. Donc il y avait le train qui passait là, juste Ouais. à côté. Tu parlais de Saint-Étienne, du Pilat et Saint-Élion, qui n'est pas forcément un trait pour certains. En tout cas, Quand même, c'en est, c'est un oui, trait. oui, surtout maintenant, le parcours Ouais. emprunte quand même bien 70% de sentiers, il me semble, et 30% de goudron. Ouais. Donc voilà, ça reste quand même un trail. Et c'est particulier, c'est de nuit, dans des conditions toujours un petit peu difficiles parce que c'est début d'hiver. Donc ouais, pour moi, c'est la course que j'ai vue, que j'ai suivie depuis que je suis petit, quoi, en Ouais. étant de la région. Ouais. Tu voyais vraiment le tracé de chez toi, non? Ouais, effectivement, en fait, quand je suis chez moi, je vois les lumières des coureurs sur Saint-Christo, Sainte-Catherine. Donc, Ouais.
On est autour de 800-900 mètres d'altitude, c'est sur les points hauts du parcours. Et donc, en fait, il y a vraiment une ambiance particulière les mois avant, enfin, les semaines avant plutôt, et le mois avant la course, où tu as beaucoup de coureurs de la région, même des fois des gens que tu connais, mais qui sont pas forcément coureurs, mais on se donne le défi en fait, de s'inscrire à cette course-là, parce que ça reste quand même la course mythique de la région, puis ça reste la doyenne, donc une des plus anciennes courses de France, en tout cas. Ouais, on sent bien que Lyon s'anime à chaque fois à la rentrée avec déjà la rentrée, il y a le semi, il y a le marathon, et que ça y est, ça bouge dans toute la ville. Et puis après, il y a le Saint-Élion. Et là, d'ailleurs, quand tu parles de Saint-Étienne, alors toi, tu étais en face du Pilat, tu parlais du Pilat, tu le voyais le Pilat en fait, de chez toi, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, il y a la vallée du Gier qui me sépare du Pilat. Ouais, je le voyais. Alors, j'allais beaucoup m'entraîner dans le Pilat parce que s'il y a un peu plus de dénivelé, on peut faire des 500, 600, 700 mètres. Je pense que la côte la plus longue, elle fait 900 mètres de dénivelé, donc il y a de quoi faire quand même. Il y a un trail maintenant qui commence à se développer, c'est le Pilat Trail, qui dans la région est un trail très connu, très bonne ambiance, très bonne organisation, donc c'est super. Et puis voilà, après, le Pilat, on peut faire tout comme activité, il y a des belles forêts, on peut faire de l'orientation, donc moi en fait j'ai fait beaucoup d'orientation là-bas dedans, parce que le club de Saint-Étienne sur lequel je suis licencié, en fait, organise pas mal d'entraînements. Il y a beaucoup, la course d'orientation est très développée en fait dans la région. Il y a eu un très grand champion qui a été au club, Thierry Georgiou, qui a été 14 fois champion du monde de course d'orientation. Et le club de Saint-Étienne reste un très gros club. Donc le pôle, d'ailleurs, le pôle France avant était à Saint-Étienne, maintenant il est à Lyon. Et donc le Pilat, c'est vraiment des terrains formidables pour apprendre l'orientation et puis pour progresser dans ce domaine-là. On va voir après la suite de ton parcours, mais si on reste un peu là-dessus, qu'est-ce que tu aimais, toi, justement, dans l'orientation? Parce qu'autant on sent que chez toi, il y a cet esprit, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, un peu liberté de pouvoir te connecter avec les éléments. Là, c'est mes propres mots. Toi, tu parlais de liberté, moi, je reprends un peu, je me laisse m'approprie un peu le truc. Mais autant dans l'orientation, c'est très cadré, très structuré. Faut pas louper il y a plein de choses, faut pas louper, c'est très millimétré. Comment, toi, tu t'es épanoui là-dedans, en fait? Alors, en fait, ouais, l'orientation et la course d'orientation, c'est une discipline assez particulière puisqu'il faut d'abord aimer les cartes. C'est une discipline qui demande à la fois d'être rapide, enfin, il y a une partie physique et une partie technique de lecture de cartes. Et en fait, pour moi, la grosse spécificité de l'orientation, c'est que tu passes où tu veux. Donc, en fait, on te met des balises, on te fait un parcours. Et par contre, tu choisis entre les balises de passer où tu veux. Donc, tu es libre, finalement, de passer où tu veux. Et quand tu apprends à lire la carte, quand tu apprends à maîtriser cet outil-là, en fait, ça devient un sport formidable. Puisque tu ne te contentes pas de rester que sur les sentiers. Et d'ailleurs, souvent, les itinéraires les plus rapides sont hors sentier. Donc, tu apprends aussi à découvrir ton environnement autrement que par les sentiers. Et souvent, tu découvres beaucoup plus de choses que si tu restais simplement dans ton sentier, quoi. Ouais, j'ai pratiqué pas mal la CO, moi, mais parce que je viens d'une génération où on faisait l'armée. D'accord, oui. Forcément, on adore les cartes, pour des raisons stratégiques. Et puis la CO fait partie de cette culture à l'école, scolaire. Déjà, quand on est à l'école, on fait de la présentation. Je trouve je suis pas sûr que ça. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Non, moi j'ai découvert pour le coup sport scolaire après parce que j'avais eu une bonne prof de PS pour le coup qui pratiquait la course d'orientation et je pense qu'il m'a fait aimer cette discipline-là. Tu te souviens de son nom? C'est Mélanie Darville, bien sûr, je la recroise sur des compétitions maintenant et effectivement, en fait, je pense que si j'avais eu une prof entre guillemets lambda qui ne connaissait pas forcément la discipline, elle m'aurait pas partagé sa passion comme l'a pu faire Mélanie. Et c'est vrai que tu parlais aussi de l'armée, etc. Mais les cartes se sont développées. Je prends les premières cartes, c'est Napoléon qui a développé les premières cartes justement d'un point de vue stratégique et guerre. Il voulait que toute la France soit cartographiée, que le territoire soit cartographié. Et puis ça a beaucoup évolué justement avec toute la partie militaire. Maintenant, nous, on utilise des cartes qui sont très spécifiques. On n'utilise pas les cartigènes. C'est des cartes qui sont vraiment beaucoup plus précises que les cartigènes de randonnée. Donc, pour faire de la compétition, il faut vraiment des choses très précises, mais toute la France n'est pas cartographiée de cette manière-là, alors que la cartigène, pour le coup, elle recouvre l'ensemble du territoire, et c'est un très très bon outil pour faire de la randonnée, et puis même pour faire certains types d'orientation, comme le raid multisport, par exemple. Ce que tu aimes, toi, dans cette pratique CO, et puis peut-être on va venir à tes nouvelles activités sportives, où tu allies à la fois le court et le long.
Ça, c'est passionnant, ton parcours, c'est très singulier d'ailleurs. On parle souvent de Kylian Jornet qui est capable de faire du court et du long, mais je pense que je vais pas te comparer à lui, il n'y a pas de comparaison. Mais en tout cas, tu fais partie de ceux qui, justement, s'enferment pas dans une discipline. Enfin, c'est pas mon sentiment en tout cas. Qu'est-ce que tu aimes quand tu regardes les cartes d'ailleurs? Si on retire l'aspect sportif, qu'est-ce que tu aimes dans les cartes? Ben déjà, moi je trouve que c'est beau une carte. C'est beau une carte, c'est vrai, tu as raison. Chez moi d'ailleurs, j'ai beaucoup de cartes. Cartes papier, hein. Ouais, On parle pas du carte sur le digital. Hein. Non, j'adore les cartes papier. Alors je les regarde aussi du coup sur ordinateur pour quand je planifie des choses. Ouais. Mais j'aime vraiment l'aspect du coup carte papier avec tout ce qu'on peut lire en fait et tout ce qu'on imagine de la carte. En fait, elle nous permet la carte d'un point de vue géographique de découvrir un territoire, de découvrir une région et de s'en faire une image. Et moi, ce que j'aime bien, c'est m'en faire une image et ensuite d'aller découvrir sur le terrain. Ouais. Il y a des cartes qui sont très belles et tu te dis, ah, mais là, ça serait magnifique d'aller faire l'orientation, d'aller voir à quoi ça ressemble sur le terrain. Ouais. Après, j'aime beaucoup aussi les cartes relief, typiquement, parce que quand le relief est dessiné, tu vois les montagnes, tu te dessines des lignes de crête, des choses comme ça. Ça, tu peux le faire aussi sans le relief. Mais vraiment, je trouve que c'est un peu des œuvres d'art pour moi. Enfin, je le considère un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, mon frère est cartographe. Et lui, il fait il fait de la cartographie de cartes de courtes orientations, donc c'est très spécifique. Et il passe un temps fou parce qu'il doit passer partout sur le terrain. Donc, il passe des temps monstrueux sur le terrain pour cartographier. Et il considère, lui, que quand il finit une carte, c'est quasiment une œuvre d'art parce que le temps passé et l'interprétation qu'il va mettre sur les dessins, sur la légende, etc., en fait, ça fait que chaque carte est personnelle. Quelques conseils tu pourrais donner d'ailleurs à ceux qui préparent des courses, alors trail, aventure, course à étapes, MDS et compagnie, par rapport à la préparation que tu parlais de, ça permet de... T'as pas dit visualiser, mais un peu d'anticiper. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui va faire une épreuve et comment j'appréhende justement cette lecture de cartes, alors que ce soit sur un smartphone, un ordi ou sur une carte papier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des applications, mais toi, 2-3 tips, tu vois, pour bien interpréter la lecture de son parcours et le visualiser. En fait déjà c'est important de connaître la légende de la carte parce que la légende va te dire beaucoup de choses. Est-ce que le terrain va être découvert, est-ce que ça va être en forêt, le type de sentier. Après je pense que plus on prépare quelque chose, plus il va falloir regrouper le type de cartographie parce qu'il y a des cartographies qui ont des avantages et d'autres qui ont des inconvénients et moi j'aime bien regarder à la fois les cartes satellites par exemple, comparer peut-être avec la carte IGN. Regardez aussi les cartes de chaleur par exemple sur Strava pour vérifier que les sentiers sont bien fiables, etc. Donc c'est ça aussi, c'est anticiper un petit peu tout ce qu'on va pouvoir vivre en fait. Ouais, c'est croiser toutes les informations possibles parce que Strava, la carte, tu disais. Ouais, donc j'utilise avec Strava et puis sur Strava j'ai une extension qui me permet en fait d'avoir la carte IGN, d'avoir la carte satellite et d'avoir aussi directement dans l'application. C'est ça, et d'avoir aussi toutes les cartes de chaleur. Moi c'est ce que j'utilise notamment si je dois préparer une sortie ou si je préparais un truc très long. Je regarderais, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà passés sur ce sentier-là ou des fois tu découvres des nouveaux sentiers qui ne sont pas forcément cartographiés. Donc ça je trouve c'est intéressant. Après, ça prend du temps un petit peu de se familiariser avec la cartographie. Donc, je pense que pour ceux qui devaient débuter, pour moi, le premier truc à faire, c'est pas forcément d'aller sur Internet et de regarder la carte. C'est plutôt de s'imprimer une carte et d'aller sur le terrain et de faire la relation carte-terrain. J'ai ça sur ma carte, à quoi ça ressemble sur le terrain. La pratique, toujours. Voilà. C'est d'abord important de passer par la pratique. Et une fois qu'on a assez d'expérience, je pense que on n'est plus forcément obligé on peut s'imaginer des choses avec l'expérience qu'on a depuis l'ordinateur. C'est marrant parce que du coup là on parlait avec la clinique du coureur, enfin le coaching du coureur, tu formes des personnes. Oui c'est ça en fait, une grosse partie de mon boulot c'est, je suis accompagnateur en montagne en fait, et donc je fais de la formation pour les futurs accompagnateurs en montagne ou guides de haute montagne qui préparent à l'examen probatoire, notamment sur la partie orientation. Donc en fait je les forme à l'orientation, à la course d'orientation, c'est l'utilisation de la carte, la lecture, les techniques d'orientation, voilà, toute la partie aussi stratégique liée au choix d'itinéraire, les choses comme ça. J'y connais rien en cartographie, en lecture de cartes, mais je suis passionné d'aventure, je suis un peu foufou, je suis un ultra-endurant, je vais faire, peut-être pas la Barclay parce que c'est loin, et le Tennessee, il faut y aller, mais je vais faire la Terminorum dans la Chartreuse. Je veux un expert, je te contacte. Comment ça se passe si on veut te passer une journée avec... Est-ce que c'est possible déjà à titre privé? Et comment on prend contact avec toi? Oui, bien sûr, c'est possible. Alors moi, je travaille pour une structure qui s'appelle Arvik, mais en fait, je fais aussi des prestations à côté en tant qu'indépendant. D'accord. Enfin, d'ailleurs, pour cette structure, je suis aussi indépendant. Donc oui, bien sûr, j'ai des gens des fois qui me contactent. Donc soit je les renvoie, en fonction de la demande, je les renvoie soit vers le stage, c'est des stages de 4-5 jours. D'accord. Soit je peux faire des journées en solo avec eux pour peut-être faire un truc plus spécifique en fonction de leur aventure, en fonction de ce qu'ils préparent. Comment on te contacte?
Alors ben sur les réseaux, Ouais. Instagram, Fleuriroux. Facebook, voilà, Fleuriroux. De toute façon, des fleuris, il n'y en a pas beaucoup, donc vous C'est me vrai. trouverez facilement. Donc sur Insta, on t'envoie un message, Oui, bien sûr. tac, et on veut passer une Ouais. journée avec toi. Ça se passe où? Comment? Alors ça va T'es dépendre où, toi? vraiment. Alors moi, du coup, je suis basé, enfin, j'étais sur la région de, Ouais. de Grenoble Ouais. depuis quelques jours. Je suis à Die, donc Ouais. vers Corse-Sud. Après, je suis amené quand même à pas mal me déplacer dans les Alpes Mhm. pour tout, ben, pour mon boulot, que ce Mhm. soit sur les stages à chaque fois ou Ouais. ou sur mes autres activités professionnelles. Donc en Mhm. fait, moi, tout le bassin, Annecy, Chambéry, Grenoble, même je me déplace du côté Saint-Étienne, Lyon, Mhm. enfin voilà. C'est assez large finalement. Et puis de toute façon, l'orientation, ça se pratique sur tout type de terrain et c'est bien justement d'aller... Chaque terrain a ses spécificités, donc c'est important bah, d'aller découvrir chaque spécificité de chaque Ouais. terrain, quoi. Ah, ah. Décidément, on est. J'avais pas vu le train jusqu'à présent, mais avec toi, tu aurais. On a les passages. Il passe pas très vite, c'est pas le TGV ici, hein. Ok, bah super sur cette partie, en tout cas pour parler de ta passion et puis la relation entre la lecture du terrain. J'ai bien aimé aussi entre les balises. Bah, c'est toi qui traces ta propre route, finalement, tu Ouais. décides. Merci pour ce premier élément par rapport à l'orientation, parce que c'est vrai que d'ailleurs, entre elles, pour entendre parfois, moins en moins, mais des coureurs dire ouais, c'était pas bien balisé, je me suis perdu, c'est la faute à l'organisation. Bon, j'exagère, on est un peu énervé, on a Ouais. perdu du temps, mais pareil, alors là pour le coup, pour le trail, c'est vrai qu'on a un peu parfois cette notion d'être vigilant sur la trace, regarder aussi le fléchage. Parfois, il y a des fléchages ils tombent, des fléchages sont tirés, ça peut arriver. Quand ça arrive, tiens, je me sens perdu, et ça arrive tellement en orientation, et on fait tous l'erreur. Quelle est l'erreur qu'on commet tous, en fait, quand on se sent perdu et qu'on va faire n'importe quoi, parce qu'on réagit pas bien, et qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, bon, quand on est perdu, alors déjà, si on est perdu sur un trail, c'est compliqué parce que si on n'a pas mis la trace dans la montre ou autre, c'est Mm. compliqué. En fait, de base, il faut une carte pour se relocaliser. Donc, la chose à faire d'ailleurs, c'est se relocaliser. Donc, se relocaliser, Ouais. il y a deux techniques en soi. Il y a soit revenir sur le dernier point sûr par lequel on Revenir est sur la passé. dernière fois, Donc, c'est ça, sûr, c'est ça la première façon. Ouais. Notamment, bah là, je pense en trail ou autre. Mm. Après, dans d'autres circonstances, en orientation, il y a d'autres stratégies. C'est d'aller chercher ce qu'on appelle une ligne d'arrêt ou en fait, c'est ben, j'ai une carte, je vois qu'il y a une route plein nord, et ben je vais tout droit plein nord pour aller chercher cette route, ou je vais aller chercher ce grand champ à l'ouest, et du coup, Pour se repérer, voilà, pour se relocaliser à cet endroit-là. Ouais. relocaliser. Mm. Donc, c'est les deux façons, c'est soit on fait demi-tour, ou soit on a repéré un élément et on va Mais tu sais, chercher droit dessus. t'es sur un trail, tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est là, et on continue, et je vais retrouver, et on continue. Et en fait, est-ce que tu considères que c'est une erreur? Et parce que oui, mais on se dit, mais si je fais machine arrière, je vais perdre du temps Ouais. parce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est contre-intuitif, mais est-ce que c'est le meilleur conseil finalement de revenir sur ses pas toujours? Oui, je pense que revenir sur ses pas, c'est Mm. pour le coup, c'est ben, il y a plus, enfin, à un moment donné, t'as pas le choix, quoi. Si t'as plus de balisage, t'as beau aller dans la direction que tu veux, t'arriveras pas à l'arrivée. Mm. Donc à un moment donné, il faut récupérer le balisage. Après, se perdre en trail, moi je considère Mm. pas forcément ça Oui. comme des compétences en orientation parce que Ah. justement, normalement, on fait confiance à l'organisation, on fait confiance au balisage. Mm. Et pour le coup, soit il a été défaillant, soit on a manqué de vigilance, mais Mm. c'est pas de l'orientation en soi. Ouais, Pour bien moi, de sûr. l'orientation, ce serait où il y aurait pas de balisage, on te donne une trace. Et là, tu te débrouilles. Et dans Ouais. ce cas-là, tu es responsable Mm. de ton cheminement. En trail, C'était c'est pas d'ailleurs forcément le cas. Alors rien à voir, mais on va prendre la suite de ton cheminement de vie, parce qu'après, qu'est-ce qui t'amène dans le trail, et puis après à la fois sur du court ou du long, et puis toujours cette envie, cette appétence pour pouvoir tracer des chemins, que ce soit en Norvège, que ce soit dans les Népal. Tu nous racontes la suite un petit peu? Oui, alors du coup, c'est vrai que l'orientation, moi j'en ai pratiqué à haut niveau. Et puis ensuite, j'ai toujours pratiqué le trail et la course en montagne à côté. Mais c'était compliqué de faire les deux en compétition, puisque finalement, Mm. ben, on peut pas tout faire à haut niveau à un moment donné. Donc cette fois, j'ai décidé, enfin après le bac, j'ai décidé d'arrêter l'orientation à haut niveau et là j'ai attaqué un petit peu plus le trail, un peu plus sérieusement. Au début d'un point de vue performance, après j'avais toujours cette envie de faire de l'orientation et de faire des projets. Et en fait, j'ai un gros projet qui est né avec mon frère en 2022. Enfin, du coup, il est né avant 2020. C'était du coup de réaliser un gros truc en orientation. Donc, c'était une idée de mon frère qui, lui, est cartographe et avait cette volonté de faire un voyage un peu en orientation. Et puis, il m'en a parlé et on a commencé du coup à construire un projet commun. Moi, j'ai rajouté mon côté un peu plus sportif et défi, performance, sans forcément que ce soit de la performance. Mais du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi on relierait pas le sud de la Norvège au nord de la Norvège, donc partir du point le plus au sud pour rejoindre le point le plus au nord qui est le Cap Nord, donc, mais tout en orientation, donc en utilisant que des cartes de course d'orientation. Et ce projet-là, du coup, il s'est mis en place en 2022. On est parti le 1er juin 2022 pour réaliser cette traversée de la Norvège.
Donc l'idée, c'était d'orienter sans GPS qu'avec des cartes. Il faut savoir en fait qu'on a choisi la Norvège parce que c'est un des rares pays à avoir toute sa superficie cartographiée avec des cartes de course d'orientation, en tout cas la même légende qu'on utilise en compétition. Donc c'est des cartes très précises, c'est pas des cartes de randonnée. l'orientation dans ces pays Ouais, nordiques. bah dans les pays nordiques, c'est là où est née aussi un petit peu l'orientation. Donc ce projet est né, enfin en tout cas a vu le jour en 2022, et donc on est parti pour à peu près 3000 km. Enfin dans la réalité, on a réalisé 2800 km en 83 jours. Donc ça fait 35 km par jour en moyenne, et puis du coup en orientation, donc nous c'était la volonté aussi d'aller entre guillemets le plus droit possible. et donc on a fait 50% de hors-sentier dans des terrains qui sont pas évidents parce que beaucoup d'humidité, surtout quand l'été 2022 en Norvège a été un été très... Alors les moustiques, mais étant donné qu'on a eu beaucoup de pluie, parce que ça a été un des étés les plus pluvieux, on a eu 44 jours de pluie quand même sur les 44 jours de pluie. Ouais, sur les 83 jours passés. On va te poser quelques questions. Et sur les 83 jours d'ailleurs, on a eu 81 jours les pieds mouillés. Enfin, je veux dire, on a fini la journée avec les pieds mouillés 81 jours sur 83, tellement la Norvège est un pays humide et qu'on traverse des ruisseaux, des torrents, surtout en orientation. On reste pas que sur les sentiers, donc on fait beaucoup de hors-sentiers dans les marais. Donc voilà, on se séchait bien les pieds. Il y avait plein de petites astuces ensuite après qu'on a trouvé, notamment pour essayer notamment la pluie finalement qui est pas évidente à gérer parce que c'est horrible même. En fait, c'est pas tant le fait qu'il pleuve qui soit gênant. Nous, en fait, on voulait aussi partir en Norvège parce qu'il y a des paysages magnifiques et somptueux. Et en fait, de se dire qu'on est censé voir des super belles montagnes et il fait grand brouillard, il pleut et du coup, tu vois pas grand-chose. Donc finalement, c'est la partie frustrante parce qu'après la pluie, au bout de 2-3 jours, tu t'y habitues et finalement, pleuve ou qu'il pleuve pas, ça change pas grand-chose en fait. Comment soi. Tu t'habitues? Tiens, tu m'as parlé de tips et j'aimerais connaître quand même comment tu fais pour des chaussures par exemple, parce que c'est pas tant le fait de courir mouillé, c'est quand tu t'arrêtes quoi. Après, c'est ça, tu vas être toujours trempé. Du coup, on s'arrêtait pas. Dans l'idée, en journée, on s'arrêtait pas. Et puis, c'est un peu l'idée, c'est que au début, on essayait d'éviter les marais, d'éviter d'avoir les pieds mouillés. Après, au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Donc, d'entrée de jeu, on y allait dans l'eau. Et en fait, c'est le soir surtout, vraiment bien sécher ses pieds. Comment tu fais? Du coup, alors nous, on dormait soit en tente, soit en cabane. Donc là, on avait vraiment une petite serviette et on faisait vraiment attention de bien sécher les pieds. Puis au moins, toute la nuit, tes pieds, ils ont le temps de sécher un petit peu et ils passent pas... la nuit avec les pieds, on passe pas la nuit avec les pieds mouillés, donc on avait des chaussettes de rechange aussi pour ça. Et puis le matin, par contre, voilà, on savait qu'on allait remettre les chaussettes et les chaussons mouillés. Alors on a été parti avec des chaussures finalement assez light, assez légères, qui permettent aussi d'évacuer l'eau pour éviter d'avoir. Maintenant, il y a beaucoup de chaussures qui ont des mousses en fait. Ces mousses-là, elles absorbent l'eau, elles mettent du temps à sécher. On avait des chaussures finalement qui avaient quasiment pas de mousse, ou une mousse très très fine au niveau du mesh, ce qui fait que finalement elle séchait assez vite et des fois même en journée elle pouvait sécher s'il faisait beau ou autre. Donc voilà, il fallait une chaussure qui évacue l'eau, et les chaussures Gore-Tex typiquement pour ça, moi je le conseille pas parce que l'eau elle va rentrer, elle va avoir du mal à ressortir et avoir du mal à sécher. Intéressant. Ouais. Donc voilà, fallait vraiment essayer de... Après les pieds ils s'adaptent en fait, c'est un peu comme tout le corps quand tu pars sur des... Justement, c'est là-dessus je voulais t'as ces petits tips, tu vois, Jack, sont vachement intéressants parce qu'on est réflexé de mettre du Gore-Tex, mais en fait ça sèche pas vite. Très bonne remarque. Mais faculté d'adaptation, on va y revenir au Népal d'ailleurs, parce que là on va parler d'altitude et d'autres choses, mais la Norvège, être trempé, les frustrations par rapport à la... Ouais, tu es censé voir des beaux paysages et là c'est frustrant, mais comment tu t'adaptes? Alors on peut entendre qu'au bout d'un jour, 2 jours, 10 jours, voilà, il y a quelques règles, on sait que déjà passé 3-4 jours, puis après 10 jours, il y a des stades comme ça, mais comment toi tu peux nous expliquer cette adaptation intérieure dont on entend parler, mais qu'on expérimente très très peu? Toi tu expérimentes ça? On parlait de Mycorn, mais je trouve ça plus intéressant de parler de ça avec toi. T'as quel âge d'ailleurs aujourd'hui? Là, j'ai 26 ans. 26 ans. Tu l'as fait il y a 2-3 ans. Ouais, 2022, c'est ça, je devais avoir 24 ans, je pense. On va pas parler d'expérience pour le coup, là, mais même si tu en as une au travers de tout ce que tu as pratiqué, mais quelles sont les différentes phases d'adaptation dont tu parles? Alors, déjà, moi, quand je suis parti sur ce projet-là en Norvège, on n'avait pas d'expérience avec mon frère sur du très long comme ça. Donc c'est aussi pour... l'idée, c'est on sait qu'on va apprendre de l'expérience et qu'on y va pour ça aussi, pour se découvrir. C'est qu'on a tous lu des récits de courses, d'aventures où on dit mais comment ils font pour tenir 50 jours, 60 jours à marcher alors que nous, des fois, tu fais des trucs de 2-3 jours, t'es cuit après 2-3 jours. C'est ça. Comment ça se fait?
Et donc, on voulait tester. On s'est dit, il doit forcément y avoir quelque chose. Donc, Raconte-nous, parce que là, il y en a au bout plein de- ce que tu es en train de dire. Ils disent tout, mais ouais, mais moi, je me vois pas faire un marathon des sables parce que déjà, 6 Ouais. jours, c'est déjà trop. Faire des épreuves à étapes déjà d'une, mais alors après, si j'aimerais vivre une aventure, Ouais. même en ultra biking, tu vois, tu fais un ultra Ouais. biking, et bon, bah, ok, une journée, 2 journées, faire un gravelman, bon, ça va, entre guillemets, hein, c'est déjà dur. Mais quand tu vas dépasser après les 4, 5 jours, 10 jours, Ouais. 15 jours, 20 jours, alors raconte-nous. En fait, pour moi, il y a deux parties. Il y a la partie physique déjà. Je pense que la partie physique, c'est la plus facile à comprendre puisque c'est finalement les jours les plus difficiles, c'est les 10 premiers jours, voire les 5-6 premiers jours. Parce C'est que déjà ton énorme. corps, ouais, c'est énorme, il faut être patient et il faut prendre le temps de laisser le corps s'adapter. Donc en fait, tu finis tes journées, je me souviens, au bout de 4 jours, 4 jours, je pense que c'est pour moi, ça a été l'étape la plus difficile à vivre. Ouais. Tu fais que du hors-sentier, tu as fait que 28 bornes, et tu te dis, putain, Ça je suis va. censé faire ça pendant encore 100 jours. Donc tu te poses forcément des questions. Ouais. C'est bien de se mettre des petites étapes au fur et à mesure, de dire, bon, allez, j'avais déjà jusque-là, ensuite là, voilà, un petit peu découper son aventure. Ça, c'est la règle qu'on Euh, connaît à peu près tous, voilà. de découper, c'est ouais, par petites étapes. Ouais, Mais quand même, ouais. quand tu dis En fait, après, le corps, j'ai pas avancé, je suis trempé, j'en vois pas le tunnel, quoi. je Bon, pense faut que se du coup, laisser- c'est la deuxième Ouais, partie pour ok. moi qui vient, c'est la partie mentale. En fait, si ton mental, il est pas en phase avec le physique, Ouais. à un moment donné, tu pourras pas finir ton aventure. En fait, nous, on s'est jamais vu abandonner, on s'est jamais vu arrêter parce que Ah. on était prêts. Enfin, on n'est pas venu là pour faire 4 jours. On savait que ça allait être difficile. Donc, en fait, si t'es pas capable d'accepter la difficulté au bout de 3-4 jours, en fait, n'y va pas, quoi. Enfin, t'engages pas sur un parcours comme ça. C'est mentalement, on s'était dit. T'as Enfin, toute une préparation avant ouais, qui c'est t'était ça. conditionné, entre Ouais, guillemets, quoi. exactement. Enfin, en fait, peu importe le nombre de jours qu'on mettait, si on devait réduire les étapes, c'était pas grave. En fait, on s'était pas mis de pression, ni de chrono, ni de résultat, ni Pas rien de du tout. pression sur le chrono Voilà. et tout, ouais. En fait, on s'était juste dit, notre objectif, c'est d'arriver au bout. C'est d'apprendre à se connaître aussi, nous, dans des aventures comme ça. Donc, en fait, c'est pas grave si au bout de 4 jours, ça va pas. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, il faut l'accepter. Puis, encore une fois, tu te fies toujours à ce que les autres ont vécu et tu te dis, mais les autres ont réussi à le faire, Ouais. pourquoi pas moi? Et du coup, tu avances comme ça. Et puis, jour après jour, tu commences à découvrir que ton corps, finalement, il va de mieux en mieux, que le matin, quand tu te réveilles, ça va, t'as de la fatigue bien Ouais. sûr, mais que finalement tu arrives à faire les 30 bornes par jour que tu t'es fixé. Et puis petit à petit, comme ça avance. Et je pense que dès que tu as passé les 10 premiers jours, physiquement en tout cas, tu es prêt. Physiquement, tu es prêt parce que le corps il s'est adapté et ensuite il a juste à réagir à ce que tu lui demandes. Et d'ailleurs, quand on est arrivé au bout de 83 jours, je me sentais capable de faire encore 30, 40, 50 jours de plus en fait, parce que c'était finalement l'aspect mental qui allait jouer à la suite de ça. C'est que le physique ensuite, tant que tu manges, une fois que le corps s'est adapté, après faire des étapes de 40-45 km, c'était plus gênant parce que tu lui donnes à manger et finalement le corps continue d'avancer. Et du coup, c'était après l'aspect mental qui va prendre la grosse partie de l'aventure parce que la lassitude va s'installer. Voilà, tu rentres dans une routine, donc en fonction justement des conditions météo, de tous les facteurs qui peuvent finalement t'embêter mentalement, ça peut générer encore plus de fatigue. Et donc en fait, nous on a pris jour après jour. On a senti tous les deux avec mon frère une fatigue mentale après 30-40 jours. Dans les 30 premiers jours, globalement, on était dans une découverte du pays, dans une découverte de notre projet, de nous aussi. Ouais. Et globalement, on n'a pas senti... les 30 premiers jours sont passés quand même assez vite. Ouais. Chaque jour, on découvrait des nouvelles choses, on avait des nouvelles surprises. L'émerveillement. Voilà. Donc c'était vraiment... on était... chaque jour, il se passait des nouvelles choses et c'était génial. Au bout de 30 jours, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai ressenti aussi au Népal, au bout de 30 jours, t'as l'impression d'avoir vécu ce que tu voulais vivre. Et en fait, et du coup, c'est là où je pense que les raisons profondes de pourquoi tu es parti et quel était ton objectif à la fin, c'est est-ce que au bout de 30 jours, typiquement, on aurait pu s'arrêter, on aurait été tout heureux, quoi. Mais après, notre objectif, c'était quand même de relier le Cap Nord et quand tu te fixes un... Enfin, en tout cas, personnellement, quand je me fixe un objectif, j'aime bien aller au bout. Encore une fois, sans me mettre de pression ni résultat ni chrono, on avait le temps. Ce qui fait que l'objectif est suffisamment fort, enfin suffisamment sens, comme tu as dit, une raison profonde. J'ai découvert ce que j'avais à découvrir, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai vu ce que j'avais à voir. J'entends, même s'il reste encore, peu importe, 60 jours, 50 jours, on ne se met pas la pression sur le temps, mais j'ai tout vu, quoi.
Ben, après, ça, je pense que c'est propre à chacun. Et puis, moi, j'avais une autre motivation, Ouais. finalement, qui était plus celle de pousser mon corps, d'aller découvrir mon corps dans des zones encore inconnues. C'est-à-dire, Mhm. au bout de 50 jours, ben, je voulais voir est-ce qu'on est capable de le finalement. Au début, on avait prévu 100 jours et on l'a fait en 83 jours. Ouais. Donc, c'était de voir tiens, est-ce qu'on est capable de finalement, au lieu de faire 30 km par jour, est-ce qu'on est capable de faire 35? Est-ce qu'on Ouais. est capable de faire 40? Toi, c'était d'aller pousser toujours un petit peu plus loin et d'aller voir jusqu'où je suis capable d'aller et Ouais. jusqu'où mon corps est capable d'encaisser. Je Toi, pense c'est. qu'on peut avoir un échange là-dessus parce que souvent les gens vont dire assez négativement d'ailleurs, mais pourquoi tu fais ça, que ça sert à rien, tu vas te faire mal. Enfin bon, c'est la réaction de beaucoup de gens. Moi j'entends pousser mon corps au-delà des frontières pour explorer, côté explorateur. Est-ce que tu as une ou deux choses que tu as découvert justement Bah, en sur fait, toi, ton corps? justement, il n'avait pas trop de limites de ce côté-là, en tout cas Ouais. d'un point de vue physique. Tant que j'avais décidé d'avancer mentalement, tant que Ouais. j'étais en phase avec mon objectif d'arriver au bout et d'aller du plus vite, bah, en fait, justement, physiquement, tu te découvres des capacités et tu sens que finalement, c'est plus ton mental des fois qui va te limiter. Ouais. Et je prends un exemple Ouais. parce que j'ai des copains qui sont venus le 20e jour. Ouais. Ils ont fait une étape de 39 bornes avec nous et eux ils sont arrivés, enfin c'est des très bons sportifs, hein. Je veux dire quand on fait des sorties ensemble on a le même niveau Ouais. et en fait ils sont arrivés au bout de déjà 30 bornes, ils étaient fatigués et puis à la fin de la journée ils étaient cuits, ils me disaient mais Mm. comment vous faites pour enchaîner alors Mm. que nous en fait faire les 39 bornes c'était juste un passage, c'était pas une Mm. finalité en soi et je Mm. pense que ça enfin c'est vraiment quelque chose d'important de nous en fait notre objectif final c'était le Cap Nord et du coup les 40 bornes qu'on faisait par jour, c'était des points de passage. Donc, on se disait pas, allez, dans 5 bornes, c'est fini, je peux en proposer. En fait, Mm. c'était Mm. juste, ben, j'ai avancé de 40 bornes aujourd'hui, j'aurais pu en faire 45, j'aurais pu en faire 30, Mm. mais je suis dans ma continuité. Et en fait, c'est pas une finalité de finir une étape. On se réjouit pas de finir une étape. C'était le Ouais. passage obligatoire, Tu alors que eux, normalises. ils venaient pour faire qu'une étape. Et du coup, quand au bout de 30 bornes, t'en as marre, tu te dis, bah, ok, il m'en reste que 9. Mm. Et du coup, ben, mentalement, tu rentres dans un autre schéma parce que, ben, voilà, tu sais que tu es proche de la fin et que tu as envie de t'arrêter et que du coup, tu as l'impression que tu vas être épuisé à la fin Mm. de ces 39 km. Alors qu'en fait, nous, on est dans dans une autre démarche au niveau mental Ouais. d'aller plus loin. Et ça, je pense que j'avais le même ressenti qu'eux avant finalement de faire ce projet-là, puisque Mm. ça m'est arrivé aussi de faire des itinérances de 2-3 jours Ouais. et au bout de 2-3 jours de me dire, mais Non. j'aurais jamais pu continuer. Mais Ouais. si, en fait, C'est ce qu'on se dit si je me tous. mets tous, Ouais. je me mettais l'objectif Ouais. de faire 100 km de plus avant de partir, et Mm. ben, quand je finis mes 3 jours, ben, je sais que je suis capable de continuer parce que mon objectif il est plus loin, quoi. Ouais. Donc, enfin, de se mettre un objectif quand même un plus loin et un peu plus ambitieux, finalement, ça permet aussi de passer des premiers steps avant Mhm. qu'on a l'impression parfois qu'ils sont vraiment difficiles, quoi. Ouais. C'est souvent une règle d'or, ça, dans l'entrepreneuriat ou même dans le sport d'ailleurs. C'est un objectif très bien, mais va mettre un objectif encore supérieur. Ça ne veut pas dire s'en mettre plus, soit plus dur, etc. Mais quelque chose qui dépasse un petit peu cette notion de performance. Et là, pour le coup, on sent bien qu'il y a une histoire pour toi, une vraie découverte, une exploration avec ton frère. Est-ce que le fait de le faire à deux, ça a été parfois pénalisant? Parce que quand on voit qu'il souffre, tu dis, bah, ça pose des questions, ça altère un petit peu ta confiance. Et inversement, est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bah, c'est transcendant, quoi? Bah, en fait, à deux, tu vis quand même mieux la chose dans le Mhm. sens où bah, tu t'aides, quoi. Enfin, T'es jamais énervé tous les deux? Si, justement, et c'est là où je voulais en venir, c'est que Ouais. à deux, par contre, Ouais. moi, tu vois, c'est ce que je regrette aussi, enfin, c'est pas un regret, mais c'est le fait que finalement, on a des tensions et c'est normal, on s'y était préparé, hein. On Ouais. savait vivre 83 jours avec la même personne, manger, Ouais. dormir ensemble, marcher ensemble, etc. En fait, au bout d'un moment, ben, quand tu es fatigué, plus la fatigue s'accumule, Ouais. plus le moindre truc chez l'autre ben, va t'énerver. Ah ouais. Et ça, c'est humain. Et en fait, ça a été difficile à vivre au bout de 50-60 jours parce que du coup, ben, on alternait des phases où il y avait des journées qui se passaient super bien et d'autres journées où ben, on s'engueulait et c'était compliqué. Et en fait, on avait besoin de garder un. Mhm. Moi, j'avais besoin d'être seul en fait, des fois. Ouais. Et du coup, des fois, on marchait seul, enfin, entre guillemets, Ouais, ouais, concentré dans, ouais. dans ce qu'on faisait. Et des fois, ben, on avait besoin aussi de partager, de discuter. Et plus on approchait la fin de l'aventure, plus je ressentais ce besoin d'être seul. Ah. Et du coup, ben, ça a été vraiment un point difficile sur la fin d'aventure, même si ça a très bien terminé. Et d'ailleurs, c'est vraiment chouette parce que heureusement qu'on est frères et que finalement, on a réussi à garder une très bonne entente jusqu'à la fin et à faire la part des choses. Et ça nous a permis aussi de beaucoup discuter. Et je pense qu'on en ressort un petit peu différent aussi de ce côté-là. C'est que ben, on s'est découvert aussi en faisant cette On peut encore se longue... découvrir entre Voilà, frangins. effectivement, Ouais. bien sûr. Et d'ailleurs, ouais, la fin, du coup, on était vraiment content d'arriver, mais
finalement, c'était qu'une étape, entre guillemets, dans notre vie. Et on avait chacun après des projets derrière. C'est ton grand Et frère. c'est mon grand frère, ouais. Et T'as envie de lui dire, là? ben, Avec du recul maintenant, là, c'est loin, mais t'as envie de lui dire quoi, là? ben, que cette aventure, elle était formidable et que, en fait, on a fait un film d'ailleurs. Et dans ce film, à un moment donné, quelques mois après, et j'avais écrit aussi, parce que j'avais beaucoup écrit, j'avais dit que si c'était à refaire, je le referais seul. Parce que j'ai envie maintenant de découvrir une aventure comme ça seul et de voir si seul je suis capable de le faire, parce que je sais qu'à deux, on l'a déjà fait. Et que l'aventure qu'on a vécue à deux, en fait, ça reste pour moi une des meilleures expériences de ma vie, parce que même s'il y a eu des moments difficiles, on a réussi à rester soudés ensemble, on a réussi à affronter en fait la difficulté de ce projet-là. Et d'ailleurs, le projet que j'ai fait au Népal, finalement, il était tellement plus facile, entre guillemets, que la Norvège. C'est là que je me rends compte que... On va y venir d'ailleurs, parce que c'est la suite. Là, tu l'as fait seul, enfin pas tout à fait seul. On le trouve où, ce film? Alors en fait, pour l'instant, il est encore, on postule encore pour des festivals. D'ailleurs, Oui, il y a bien un sûr, festival en octobre qui est à Bourg-Saint-Maurice, je crois. Ouais. On a une autre projection à Val Thorens, je crois, fin d'hiver, en avril. On Et peut puis là, suivre ça sur tes réseaux sociaux? Ouais, pour, sur les réseaux sociaux. ouais. Et puis on a une page aussi Instagram et Facebook, Cross Norway. S'il y en a qui Norway. veulent le retrouver, on a mis pas mal de petites vidéos. Ouais. Et après, on le mettra en ligne, je pense, dès cet hiver, en fait. Comme ça fait 2 ans maintenant, on souhaiterait mettre en ligne aussi le film. Donc il faut être encore un petit peu patient. Ça fait 2 ans, on a organisé déjà pas mal de projections, en fait. Et ce film retrace un petit peu tout ce qu'on a vécu et sans filtre, hein, sur mon frère et moi. Et ouais, du coup, c'était une aventure vraiment extraordinaire, très difficile. Ouais. Et c'est vraiment exceptionnel de l'avoir fini à deux et d'avoir partagé tous ces moments finalement entre frères. Et voilà, je sais que moi maintenant, dans mon caractère, je referai plus quelque chose comme ça à deux. Je le sais, parce que j'aurais trop peur que ça se finisse mal, ou que je perde soit une amitié, que je perde quelque chose, parce que finalement, je pense que ça a été limite notre plus grande force, c'est d'avoir réussi à finir quand même tous les deux, parce que c'est très difficile. J'invite n'importe qui à passer 60, 70, 80 jours à deux, en partageant toujours les mêmes choses. Et en fait, au bout d'un moment, c'est difficile de ne pas avoir ces moments pour soi. Tu partages ta vie avec Clémentine. Oui, c'est ça. Qui est une championne dans le trail, du monde, Ouais. que j'ai eu le plaisir d'interviewer d'ailleurs, qui m'a beaucoup confié justement son intimité intérieure face au sport, face à la performance, face à la difficulté des fois de rebondir aussi face à pas des échecs, mais du moins quand on a des blessures, etc. J'ai trouvé que c'est un épisode très touchant, comme j'ai souvent avec les filles, enfin les femmes, notamment je pense aussi puisqu'on est dans la vallée de Chamonix, à Marion Herty, avec qui j'ai eu une très très belle conversation. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu partages ta vie avec elle. Est-ce que tu vois faire ce genre de choses avec elle par rapport à ce que tu disais, où c'est trop dangereux dans une relation affective d'aller titiller des moments de vie où non, ça, on va au clash et ce serait dommage de gâcher. Est-ce que tu disais un petit peu la relation? Ouais, je pense, honnêtement, je pense pas. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé après. Elle me dit, mais est-ce que tu serais capable de faire des trucs comme ça avec moi? J'ai dit non, honnêtement, non. Et après, c'est pas méchant pour l'autre ou pour l'autre, c'est aussi que je commence à me connaître et que, à un moment donné, j'ai vu comment je pouvais réagir, comment mon frère peut réagir et comment tous humains peut réagir dans des situations de fatigue extrême, etc. Et forcément, il y a des moments de tension, et finalement, c'est les moments les plus durs à affronter, parce que t'es pas venu là-bas pour t'engueuler avec ton frère, quoi. Tu fais pas ce genre de projet pour t'engueuler avec quelqu'un. Mais c'est un vrai enseignement que tu nous partages, parce que là, en fait, tu as un concentré que tu nous délivres là sur les 5 minutes, en fait, dans l'expérience avec ton frangin, qui est l'image de la vie, que ce soit avec un frère, avec la personne qu'on aime, avec la relation fraternelle ou paternelle, la relation amicale. Tu dis, c'est moi, j'entends la vie quand tu es en stress ou quand tu es fatigué. Faut prendre du recul, quoi. Faut pas insister, faut pas emmerder l'autre. Et souvent, dans la vie de tous les jours, t'as l'autre qui est en face de toi qui dit un truc, t'as qu'une envie, c'est trouver la solution, trouver tout de suite, reconnecter. Alors qu'en fait, tu dis, toi, non, je me mettais dans ma bulle à moi pour mieux revenir. Mais c'est l'image de la vie que j'entends là. Tu vois, après le projet, on a passé 3 semaines sans se voir, mais sans forcément se le dire. On en avait besoin de chacun se retrouver. Et ensuite, un mois après, on s'est retrouvés, et puis on a encore une meilleure entente finalement que avant et pendant le projet, en fait. Enfin, ça nous a vraiment rassemblés tous les deux, et du coup, je suis content aussi de ce côté-là, toi, de découvrir aussi ces côtés-là, et finalement,
moi, je pense qu'à la fin de cette aventure, le côté humain, je trouve que du coup, c'est le plus dur à gérer. C'est le plus Alors dur à que gérer, le l'humain. côté physique, le côté mental de soi-même, Ouais. faut se gérer. Ouais. Je sais le faire maintenant, enfin, Ouais, ouais. dans certaines conditions. Qu'est-ce que tu fais différemment Mais- pour toi d'ailleurs par rapport à toi, tes attitudes que tu avais avant, où justement dans la vie de tous les jours, et tu dis aujourd'hui, bah non, j'ai switché dans ma façon de voir les choses, dans ma tête, je gère plus les choses de la même façon. Qu'est-ce que tu fais différemment? Alors, je sais pas si dans mon quotidien, ça a Mhm. vraiment changé quelque chose. Ouais. C'est sûr qu'au début, peut-être un petit peu plus ouvert aussi, Plus ouvert. je pense, par rapport aux Ouais. autres, parce que quand tu vis des choses comme ça, Ouais. déjà, tu as envie de les partager et tu as Ouais. envie de faire un petit peu, d'exprimer un petit peu ce que tu as ressenti, etc. Et puis, du coup, aussi enfin, ressentir ce qu'ont vécu les autres sur des projets différents, quoi, dans la Mhm. vie Mhm. sportive, quotidienne, professionnelle. C'est aussi voir un petit peu eux ce qu'ils ont vécu et s'ouvrir un petit peu à ça parce que c'est Mhm. toujours intéressant, c'est toujours très, très formateur Mhm. Mhm. et on en apprend aussi beaucoup des expériences des autres. Donc, Mhm. c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là, quoi. Ouais. Je pense que peut-être inconsciemment, peut-être avec le temps, il y a plein de choses que tu as explorées qu'aujourd'hui, tu sais, tu te rends peut-être pas compte. Moi, je sais que quand on part dans des trucs comme ça, très très loin, très très longtemps, on en revient forcément changer, tu l'as dit. En quoi ça se voit déjà dans ton regard. Tu as une capacité de tenir des regards. C'est pas évident de tenir les regards des gens. Quand vous faites l'exercice, vous d'ailleurs, avec la même personne que vous aimez, tenez le regard pendant 30 secondes sans rien vous dire. C'est extrêmement compliqué. Notre cerveau, il n'est pas habitué à ça. Et toi, on voit que tu, justement, tu as cette capacité à te connecter à l'autre juste avec le regard, sans que ça te dérange, entre guillemets. Tu vois, Ouais. faites l'exercice, vous. Regardez quelqu'un dans les yeux pendant 30 secondes et vous allez voir, c'est très gênant. Toi, ça ne te gêne pas. Donc, moi, c'est une des choses que m'a appris justement ces épreuves-là, la connexion à l'autre, l'ouverture sans jugement. Comme tu l'as dit un petit peu, là, l'ouverture à l'autre, c'est une capacité à ne pas juger et du coup être connecté à l'autre pour bien le comprendre, quoi. Ça vient d'où ça? Et peut-être que c'est peut-être finalement inné chez toi. Je dis ça par rapport à ces épreuves que tu as vécues. On va parler du Népal après, mais est-ce que finalement c'est peut-être quelque chose qui est inné dans ta façon d'être? Je sais Je pas, sais pas. franchement, je l'avais Question existentielle. je l'avais jamais forcément Ouais. Mhm. ressenti ou autre. Je sais pas si c'est ce projet-là qui m'a fait Mhm. peut-être. Mais en tout cas, enfin, ce projet, moi, je sais qu'il m'a apporté de la confiance La quand même, parce confiance. que. Mhm. Et ça, je trouve que c'est important. Ouais. Et de la confiance, pas que. Enfin, de tout point de vue, en fait. Ouais, ouais. C'est de la confiance vraiment intérieure, dans le sens où. Ouais. Pas que dans un domaine, de la Mhm. confiance au niveau, je sais pas, résultat ou autre. Non, Mhm. c'est de la confiance dans faire des projets, réaliser des choses dans ta vie. Ouais. Et c'est une confiance assez globale. Ouais. Et du coup, quand tu réussis et quand tu mets en place ce genre de projet, Mhm. quand tu as été capable de le faire, finalement, tu te dis que tu es capable de faire beaucoup de choses. Et je suis pas trop inquiet, en fait, toi, vis-à-vis de l'avenir ou autre, Ouais. ce qui pouvait peut-être être le cas avant. Ouais. Mais tu vois, je sais pas, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif, de Mhm. tous les points de vue finalement de ma vie, en fait, j'ai une certaine confiance qui fait que même s'il y a des trucs qui se passent mal, Mhm. ben peut-être que je vais avoir plus tendance à relativiser. Et puis il y a toujours des secondes chances, il y a toujours moyen en fait de se projeter dans de nouveaux projets. Et moi, c'est ce qui m'anime en fait. Projet. Et d'avoir réalisé déjà un projet comme ça, ben, ça Mhm. m'a donné en fait envie d'en faire d'autres et Mhm. de voir que Sans je suis sans peur, limite en fait, sans peur. ouais. Et je pense que moi, c'est ce que je vois un peu dans mon entourage ou des gens que je côtoie, ils ont peur un petit peu de réaliser des choses, Mhm. que ce soit vis-à-vis du regard des autres Ouais. ou alors vis-à-vis de leur peur personnelle, de dire D'eux-mêmes. je suis pas capable de Mhm. faire ça. J'arriverai pas. C'est vrai que Dangereux. de s'être lancé dans ce projet, peut-être c'est l'avantage de l'avoir fait à deux aussi avec mon frère, c'est que peut-être que tout seul, est-ce que je me serais lancé? Pas sûr, parce que ça faisait longtemps aussi que j'avais eu Excellent. envie de faire un projet comme ça. Et de le faire à deux, finalement, on s'est donné de la force mutuelle pour réaliser un projet. Et je pense que maintenant, on en a tous les deux tiré du positif aussi pour se dire que ben, on est capable de partir seul, faire nos propres projets, réaliser nos propres aventures et les trucs qui nous motivent vraiment en soi. Et moi, c'est ce que j'essaye d'écouter en fait au quotidien. Et puis, Mhm. c'est toujours ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire un petit peu, pas forcément à l'instant T, mais dans cette année, quels sont les projets qui me motivent. Et des fois, je sais que c'est pas forcément très sérieux. Enfin, d'un point de vue. Vis-à-vis des autres. Voilà, vis-à-vis Ouais, des la autres, société voilà, aussi. vis-à-vis de la société, je me Ouais. dis, ouais, bah, tu pars là 2 mois au Népal, T'es égoïste. tu vas pas gagner ta Tu penses vie. pas aux autres. Non, Enfin, voilà, la santé financière. Ouais. voilà, effectivement, tu pars, ben là, Clémentine me préparait les championnats d'Europe, t'es pas Ouais. là pendant 2 C'est pas mois. cool. C'est sûr que oui, ça m'embête, tu vois, mais Ouais. d'un côté,
bah, c'est ce que j'ai envie de faire et je me dis si je vais le faire maintenant, j'ai pas trop envie de Ouais. louper cette opportunité de le faire maintenant parce que dans 10 ans, je sais pas trop ce que j'aurai envie de faire. Mhm. Je sais pas d'un point de vue santé sportif ce que ça va m'amener aussi. Peut-être Ouais. que dans 10 ans, j'aurai les genoux peut-être un petit peu abîmés, des choses comme ça. Ouais. Honnêtement, j'en ai aucune T'as des idée. soucis de santé jusqu'à présent? Non, Non, ça va? honnêtement, je me sens bien, je m'entraîne régulièrement et je fais très attention, je suis très à l'écoute de mon corps parce que si mon corps moi, me permet de travailler et puis de réaliser ces Mhm. projets-là. Je déteste les blessures en fait, dans le sens où Ah. je fais tout du coup pour ne pas être blessé et je suis Ouais. vraiment toujours à l'écoute quand je suis à la limite en fait. Donc là, dernièrement, bah, notamment avec le retour du Népal, bah, j'ai eu des tiraillements un petit peu à droite à gauche, Mhm. mais j'ai réduit le volume, je m'écoute pour ne jamais être tout le temps Mhm. à l'arrêt Mhm. parce que voilà, j'aime en fait pratiquer l'activité sans forcément d'un point de vue tout le temps résultat sportif. Mais j'aime être dehors et c'est ce qui me motive. Et du coup, si je perds un petit peu ce côté-là, Ah, et si je me retrouve blessé, ben, je m'étais cassé la clavicule, par exemple, là, c'était rien. avant le Népal, 2 mois Ouais. avant le Népal. Ouais. Et Comment tu t'es fait ça? une chute à ski. À ski? Ouais, Mhm. ouais. Donc c'est là que tu te rends compte que quand tu es blessé, tu peux plus faire ce que tu aimes. Et du coup, je fais vraiment très attention à ça. Ouais. Et je n'irai jamais dans l'excès d'un point de vue sportif ou autre. Tu as parlé de chaussures tout à l'heure, un peu fines, etc. Tu parles là aussi de pouvoir trouver la juste zone entre 100 mètres de trop pour pas arriver à la blessure. Donc à la clinique du coureur, on appelle ça la quantification du stress mécanique, surtout après une blessure, pour bien Ouais. reprendre progressivement avec des chaussures adaptées. Je rentre pas dans les détails, avec adapter sa cadence, adapter aussi tout un tas de paramètres, y compris d'ailleurs, tu parles d'écoute. Intéressant l'écoute, parce que justement s'écouter, courir, des fois quand on s'entend c'est qu'on fait un peu de bruit. Ouais. Et si on s'écoute et qu'on fait pas trop de bruit, c'est peut-être qu'on a une course peut-être plus souple, plus fluide, avec des meilleures postures, qu'on tape moins le sol, etc. Est-ce que ce sont des choses qui te parlent à toi? Et la question que je voudrais te poser par rapport à ça, c'est comment tu arrives à justement trouver cette équation entre le très long, ce qu'on vient de voir, et le très court. Enfin, le très court entre guillemets, tu ne fais pas non plus du sprint, mais tu es capable d'alterner justement sur ces différents formats. C'est quoi un petit peu au quotidien ou dans ta préparation, ta planification plutôt est-ce que tu es accompagné déjà pour faire tes entraînements? Alors, oui, je suis accompagné par Nicolas Martin. Oui, Nico, d'accord, qu'on salue. Ouais. Alors, en fait, il me suit de manière assez globale parce Ouais. que j'ai besoin en fait d'un regard extérieur sur ce que je fais. Ouais. Surtout quand je vise des courses et que j'ai envie d'être performant sur des courses, Ouais. c'est important d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur parce que Hmm. même en se connaissant et en s'entraînant depuis des années, on a toujours tendance à en faire des fois un peu trop sur Ouais. des moments où il ne faudrait pas. Hmm. Alors, j'irai pas jusqu'à la blessure, mais j'irai sur des phases vraiment de fatigue et de surentraînement qui ferait que je serais plus performant. Donc, c'est important d'avoir un regard extérieur. Après, j'aime bien d'alterner des périodes où je vais m'entraîner très sérieusement. Typiquement, fin d'année, je risque de préparer la Saint-Élion. Je sais que pendant 2 mois, je vais vraiment avoir besoin d'un cadre parce que ça va m'aider aussi dans les moments où ça va être plus dur à l'entraînement de me dire, bah, non, j'ai ça de noter. Oui, je suis à l'écoute de ce que je fais, mais voilà, Ouais. je continue et je suis le plan d'entraînement. Ouais. Et des moments de l'année où j'ai besoin de relâchement et je me dis, bah là, je fais ce que j'ai envie et je suis pas capable d'être un sportif de haut niveau en mode toute l'année, j'ai un plan d'entraînement assez strict. J'ai des personnes de mon entourage qui font ça. Ouais. D'autres qui font du haut niveau sans faire ça. Donc je Ouais. me dis qu'aussi, Tout à fait. enfin, c'est vraiment le haut niveau finalement, c'est accessible Spécifique à voilà, chacun. c'est spécifique à chacun. Ouais. C'est accessible avec plein de méthodes d'entraînement, plein de manières de s'entraîner. Et du coup, moi, j'aime bien alterner ces phases-là. Je pense que j'ai trouvé entre guillemets mon équilibre, ou je cherche mon équilibre en tout cas dans l'entraînement de cette façon-là. Et après, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où effectivement, j'ai envie de faire de la performance sur du court, sur du court de kilomètres vertical jusqu'à des formats 40, 50, allez, Saint-Élion 80 km. Et d'un côté, j'ai ces gros projets qui m'attirent, qui sont du très long. Et c'est sûr que pour le moment, c'est pas évident. Typiquement, je reviens du Népal, j'ai fait 2 mois. Là, j'ai une période de fatigue, c'est normal, mon corps a besoin de récupérer, à la fois physiquement, à la fois mentalement. Et je sais que je suis pas à nouveau prêt pour être performant sur du court. Et du coup, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter ces périodes de récupération et de repos et de régénération qui sont très longues sur des gros projets et qui sont du coup pas tout le temps évidentes à gérer. Comment tu calmes avec ton du cerveau? court. Cette cellule, il est agité. Hein. C'est pas évident. Du coup, j'ai du mal. Et là-dessus, Clémentine, mes copains, etc., me disent toujours de me reposer, des choses comme ça. Mais moi, quand je vois un beau temps, quand je vois des montagnes, trop la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de partir, de sortir et
et d'aller m'entraîner. Alors pas forcément m'entraîner, faire des grosses séances, des choses comme ça, mais juste de sortir et de faire une activité physique, quoi. Je me vois pas rester dans mon canapé ou à ne rien faire sur une journée où il fait beau temps. Rester assis, là. Non, ça va, parce que je sais qu'après ça va pas durer très longtemps, mais voilà, donc c'est pas évident. Après, moi j'aime cette polyvalence d'être capable de faire du très long et du très court. Après, moi, le très long, je le vois pas comme de la performance. Du coup, pour moi, ça rentre pas dans le même domaine. Je pense que ce serait très difficile. Tu parlais de Kylian Jornet, lui, il est capable de faire de la performance sur du très long et du très court. Moi, je considère pas que je fais de la performance sur du très long parce que c'est un côté aventure et je le prends pas comme un côté, voilà, je le prends pas comme un côté compétition. Alors que pour le coup, le cours, moi, ce qui m'intéresse dans le cours, c'est plutôt le côté compétition et performance. Et je me verrais pas aller faire un trail de 30 km si je suis pas performant, par exemple. D'accord. Moi, ce qui me motive au fond de moi, c'est de faire du très long, mais en plaisir, en aventure. Mais ce qui me motive d'un point de vue compétition, c'est plutôt le court. J'avais une conversation ce matin avec mon meilleur ami, là, on parlait parce qu'il est revenu de l'étranger, là, il a fait un ultra biking, il voit Kylian, là, un peu de ce que disent les médias, quoi, chacun avec son œil plus ou moins taquin, on va dire ça comme ça. Tu considères que c'est ce qu'il fait en ce moment, là, les sommets, les 4000, pour toi, tu le mets dans quel registre? Tu parlais d'expédition, d'aventure, de compétition, tu le mets dans quel case, toi? Je le mets côté aventure. Aventure, je ne le mets pas du tout côté compétition. Alors, je ne sais pas, lui, de comment il aborde la chose. Mais pour moi, le côté compétition, il faut qu'il y ait de la confrontation autour. Après, ça reste une performance en soi parce que il va réaliser des chronos, des choses qui peuvent être classées d'un point de vue performance. Et pour moi, la performance, elle se confronte par rapport aux autres et aussi par rapport à des choses qui sont connues. Quand tu fais, typiquement, moi je fais une traversée de la Norvège avec mon frère, on est les seuls à l'avoir fait. On peut pas considérer ça comme une performance parce que on crée quelque chose. On n'a pas besoin, on n'y va pas pour ça, quoi. Et je suis pas sûr que Kylian, il va vraiment pour le côté performance. J'ai envie de faire tel chrono. Peut-être qu'il y va de ce côté-là. Mais j'imagine qu'il y a d'autres motivations aussi en lui et que le côté performance, il l'a réalisé le jour avant de partir à Cerzinal quand il a fait 2,25 et il a battu son propre record. Donc ça, moi je trouve c'est inspirant de ces athlètes-là qui sont capables de laisser le côté un peu compétition certaines fois et puis de s'aventurer dans des projets ça t'a personnels. arrivé toi dans tes choix aujourd'hui, ce que tu as ces dernières années? Est-ce que j'aurais été capable de me lancer dans des projets comme ça si j'avais pas vu des gens le faire? C'est toujours difficile de se dire, on est toujours inspiré un petit peu par les autres. On inspire aussi des fois les gens. Typiquement, Kylian qui est capable de faire ce genre de projet, c'est inspirant parce que en fait, je me dis qu'il aurait pas fait de la compétition, il aurait été tout aussi heureux dans sa vie. Et du coup, c'est ce que j'aime voir. Et moi, j'ai longtemps été rattaché à ce côté compétition, entouré aussi de sportifs de niveau. Et que du coup, dans le sport, tu as l'impression que tu peux être heureux qu'en faisant des résultats et en faisant des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et je pense que plus je vais avancer dans ma vie, plus je vais me détacher de ce côté compétition parce que je trouve que ça a ses limites et ça a notamment ses dérives, notamment quand on se compare par rapport aux autres, quand on essaye d'aller chercher de la performance par rapport aux autres. Il y a les dérives qui sont le dopage ou même d'un point de vue comportement, quoi. On est tellement... je sais pas comment le dire, mais on est tellement forcé de... Des fois, on se retrouve pas forcément dans le côté compétition. Même j'ai des amis ou ma copine qui justement au fond de la compétition et tu sens qu'ils sont pas forcément des fois à l'aise sur certaines courses parce qu'ils ont pression. Qu'est-ce qui est lié à la pression, devoir faire du résultat, devoir absolument s'entraîner, ce qui leur enlève un petit peu, je pense, que leur motivation première de juste à la base, ce que j'aime, c'est courir en montagne et m'entraîner et essayer de donner le meilleur de moi-même. Et des fois, ce côté-là, avec la compétition, il disparaît un petit peu et il emmène du coup sur certaines dérives. Et c'est ce je reproche des fois un peu au sport de haut niveau. C'est que, mais c'est aussi la beauté du sport de haut niveau, c'est d'aller chercher tous les paramètres pour être le plus performant possible. Mais des fois, quand tu vas chercher certains paramètres, t'es plus forcément aligné avec tes motivations profondes et voilà. C'est intéressant, tu as une sacrée maturité quand tu parles. En tout cas, un sacré recul. Maturité, je sais pas, mais en tout cas, un beau recul. Et j'espère que ça vous parlera à vous. Parfois, si effectivement, on en parlait d'ailleurs avec Lacron encore hier. C'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est un système, il n'y a personne qui t'impose à faire quoi que ce soit, mais quand tu es dans une sorte d'engrenage ou d'inertie, des fois tu manques de recul par rapport à ça et ça peut t'amener dans des parfois une dépendance, une forme de dépendance. On parlait de bigorexie ou de compétition, de maîtrise qu'on n'arrive pas justement. La maîtrise,
parfois ça peut être une prison aussi par rapport à soi, et on en oublie ses aspirations personnelles. C'est bien que tu nous en parles de ça, et justement, tu vas nous parler pourquoi tu es allé en Népal, justement, par rapport à ça. J'aimerais connaître ta motivation. Mais juste avant, un tout petit focus sur tu disais que tu es entrepreneur, enfin, tu vois, c'est quoi le statut, tiens, d'ailleurs? Bon, je suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ouais, c'est ça, ouais. Et dedans, il y a quoi? C'est quoi tes activités, alors? Alors, j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, donc je travaille comme accompagnateur en montagne, comme je le disais, dans les formations en orientation, et également j'encadre un petit peu des stages en trail. Après, je peux réaliser d'autres prestations en tant qu'accompagnateur en montagne, mais je fais très peu de rando, par exemple. J'encadre très peu en rando. Après, j'ai une autre activité qui s'est développée ces dernières années, c'est caméra runner, ce qu'on appelle caméra runner sur les courses. Donc, vous voyez des fois sur des réels, etc., les mecs ici qui filment, il y a toi, c'est toi derrière la caméra. Moi, je suis très admiratif, même si tu vas dire que tu fais pas l'ensemble du parcours, évidemment, mais quand même, alors, juste un tout petit truc là-dessus, mais tu filmes, tu es concentré en même temps sur tes postures de pied. Alors, tu vas dire c'est peut-être automatique avec le temps, mais tu te casses la gueule des fois, non? Ça m'est arrivé de tomber. Alors, la seule fois où je suis tombé, c'est quand je filmais la Saint-Élion, et c'était sur une route. Donc, sur une route. C'était sur une route, et j'avais pété le matos, et enfin, bref. Mais du coup, non, sinon, en fait, ça, je pense que c'est les aptitudes qu'on développe au fur et à mesure, et puis que j'ai développé en orientation. Faut être capable, déjà la carte à 20 km/h dans du hors-sentier. Finalement, quand tu es capable de faire ça, en fait, en caméra runner, finalement, je trouve qu'il y a des similitudes par rapport à ça. Vrai. Même au niveau de la stabilisation de la carte, tu stabilises aussi la caméra. Donc tous les orienteurs qui cherchent un peu qui veulent se rendre utiles et qui veulent gagner un petit peu d'argent, et tout de l'autre côté, les prods, les boîtes de prod qui cherchent des personnes pour tenir la caméra, il y a un super... Bon, de toute façon, je pense qu'après, tu as ton réseau, tu peux mettre des connexions. Mais excellent. Donc ça fait partie de tes activités. De plus en plus, je pense que j'ai 30% de mon activité professionnelle qui est sur les lives en caméra runner, et puis 60% en tant qu'accompagnateur en montagne. D'accord. Oui, j'adore ça. Enfin, j'adore mes deux activités. J'ai besoin des deux aussi pour me faire plaisir, pour pas être dans une routine. Oui, j'adore ça, franchement. Suivre... je suis toujours impressionné en fait du niveau, notamment des coureurs, en fait, notamment sur des trails courts ou des trails de 50 km. Parce que l'allure qu'ils arrivent à tenir, tu te dis que tu es déjà toi un bon coureur, sans être un coureur de haut niveau, de niveau international, mais tu es déjà un bon coureur. Et puis quand tu vois là, Serzinal, Kylian Jornet, au début de course, il monte à 2000 m/h, donc en fait, tu es capable de le suivre 5-6 minutes. Et en fait, ce qui est déjà pas mal, mais c'est là que tu te rends compte vraiment le très haut niveau, qu'est-ce que c'est. Et je trouve ça fou et je trouve ça beau, en fait. J'adore, en fait, voir ça. Et puis, du coup, ça remet en place certaines performances. Je pense que, en fait, pour moi, il y a vraiment un très gros gap entre le très haut niveau mondial. Déjà, entre un gars, par exemple, qui fait 2,25 à Cerzinal, et un gars qui fait 2,35. En fait, il y a un niveau monstrueux entre les deux, parce que... Et ça, tu te rends compte, moi je me rends compte quand je filme les courses et quand je vois vraiment la différence de vitesse, c'est vraiment impressionnant. Après, sur Ultra, c'est moins impressionnant les vitesses, mais par contre, quand tu les filmes au bout de 100-120 km de course, tu te dis, ils arrivent quand même à trottiner après 120 km de course. C'est fort quand même, parce que mentalement, ça doit leur tirer de partout. Ça doit être très dur de continuer à tenir le rythme, et pourtant, ils y arrivent. Là, je suis impressionné plutôt par leur ténacité et leur capacité notamment les premiers, à être capables de tenir un rythme régulier, qui n'est pas impressionnant en soi, parce que c'est sûr que quand je filme l'UTMB en fin de course, c'est de la rando course, mais c'est de la rando course quand même bien active, et tu te dis, ils tiennent ça, voire ils étaient plus vite en début de course, donc là, c'est assez impressionnant à voir. T'as d'autres choses dans tes activités qui te rémunèrent? Alors, j'ai travaillé quelques années en tant que pisteur secouriste en ski de fond, où j'ai un peu arrêté. Puis j'ai travaillé un petit peu dans le coaching en orientation, en tant qu'entraîneur. Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je pense que je vais être amené à faire d'autres choses, parce que j'aime bien aussi changer un petit peu. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. Pour l'instant, cet équilibre au niveau professionnel me permet en fait de réaliser le genre de projet que j'ai fait au Népal, par exemple, ou faire des courses, continuer à m'entraîner. Je garde une grande liberté en fait en étant indépendant dans ce que je fais et dans ma manière de travailler, de réaliser mes projets. Et pour moi, c'est important en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je sais que c'est pas une situation professionnelle qui est stable. Typiquement, si un jour, je sais pas, je vais acheter une maison, je sais que être en CDI, salarié, ou quand je me blesse, par exemple, je peux plus bosser, des choses comme ça. Donc, je pense que ça évoluera au fil de ma vie. Mais pour l'instant, je suis dans un âge
et où j'ai envie d'avoir cette liberté de réaliser mes projets, et puis je verrai après pour trouver peut-être un peu plus de stabilité au niveau professionnel, peut-être j'aurai peut-être d'autres projets à ce moment-là, mais qui seront pas forcément que sportifs ou d'aventure ou autre, quoi. Ok. Tes sponsors t'aident un petit peu quand même? Oui, un petit peu avec Keeprun, ouais. Donc depuis cette année, je rejoins l'équipe Keeprun, qui est donc la marque course à pied de Decathlon. Donc c'est cool parce qu'on a des rassemblements, on a des entraînements, on a aussi une petite aide financière sur des déplacements, des choses comme ça. Donc c'est bien d'être soutenu. Moi, j'adore aussi cette équipe parce que, enfin, Keeprun, déjà, j'aime beaucoup parce qu'ils rendent les produits accessibles, et pour moi, c'est très important quand aujourd'hui on voit des paires de chaussures à 200 €, etc. Moi, j'ai du mal quand même à me dire, et puis même les tarifs de l'UTMB, hein, typiquement, quand tu vois pour faire l'UTMB 500 €, je me dis, ça me dérange un peu quand je me dis que les jeunes veulent se mettre aussi à ces courses-là. Et je me dis que quand tu dois déjà acheter telle paire de chaussures à 200 €, prendre ton dossard de 500 €, plus tous les à côté, le déplacement, etc. Je me dis que ce sport, notamment le sport qu'on promouvoit, parce que moi je filme derrière, etc., il n'est peut-être plus forcément accessible à tous, en tout cas sur les grosses courses. Après, ça reste un sport accessible parce qu'il y aura toujours des petites courses qui vont exister. Il y aura toujours justement des marques comme Keeprun qui, j'espère, continuera à faire des prix des chaussures à 100 €. Et pour moi, ça, c'est très important, en fait, ce côté accessibilité, notamment dans cette discipline qui se veut simple et assez nature. Donc j'espère que ça continuera, et du coup je me retrouve finalement moi dans les valeurs de Keeprun. J'ai pas besoin d'avoir des chaussures à 250 € ou plus pour montrer que on peut faire de la performance. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'athlètes dans le team qui font des super performances, qui font des grandes performances, et qui ont des chaussures du coup qui sont pas à ces prix-là. Et pour moi c'est important. Ça correspond bien à ton esprit libre et projet, quoi, par la liberté. Donc, là tu retrouves ce que disait Clémentine, on est vachement libre par rapport à ce partenariat. En plus, on est contributeurs parce qu'on apporte pas mal de choses pour qu'ils améliorent aussi leurs produits, la technicité, etc. Et toujours avec ce côté à fond la forme, parce qu'à fond la forme, c'est pas juste un slogan, c'est que tout le monde soit à fond la forme plutôt que derrière un écran sédentaire. C'est bouger, sortir, et que ce soit en course à pied ou peu importe le sport. Donc de vivre à fond la forme, toi, ça colle bien tes aspirations. Oui, effectivement. Puis on est, comme on dit, on est très proche finalement de tout le monde. Comme c'est une entreprise quand même qui est basée en France, on est tous quand même basés à Lille. Pour le développement des produits, des choses comme ça, on est très impliqués. On travaille pas avec une marque américaine où on aurait du mal, je sais pas, de demander ci ou ça. Là, c'est français, très, très humain en fait. Très humain, tous les gens qui travaillent chez Decathlon, chez Keeprun. Et ça, pour moi aussi, ça fait un peu la force de l'entreprise. Et dans le team, on s'entend tous très bien. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, après, moi, je suis pas forcément attaché à telle ou telle marque. Enfin, de base, j'ai eu cette opportunité-là. C'est des valeurs qui me correspondent, donc je suis fier de porter leurs couleurs. Mais voilà, ça s'est fait naturellement, et je suis pas forcément j'ai pas envie qu'on me note le nom Keeprun sur ma tête. Pourquoi la liberté, c'est plus important. Voilà, c'est ça, effectivement. Et puis on est d'abord des personnes, d'abord des coureurs. C'est donc toi. On porte la marque, mais on a tous nos personnalités différentes, et du coup, effectivement, on a nos projets, et la marque, elle vient nous soutenir dans nos projets, mais on n'est pas la marque en soi, quoi. Ça, je trouve que c'est important de toujours l'avoir en tête. C'est sûr. Tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Ça, c'est bien. Ok, pour cette partie indépendant, je te souhaite en tout cas de le rester le plus longtemps possible, même si c'est vrai qu'à un moment donné, face aux banques, vous êtes de niveau de CDI là. Oui, exactement. Un entrepreneur, c'est compliqué. Enfin, sur certains sujets, par contre, c'est une certaine forme de liberté. Voilà. Trouver le bon équilibre. Ouais. Toi, tu le trouves aujourd'hui. S'il y a un jeune de 20 ans qui hésite, mais voilà, un peu dans cette idée de j'aime vraiment l'idée d'être libre. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pas dire c'est générationnel, même si on entend ces grandes tendances de jeunes aujourd'hui qui se réalisent dès le départ, pas attendre d'avoir 40 ans, les enfants grands, qui commencent à être un peu autonomes, on va dire. J'ai mis de côté, etc., pour pouvoir vivre ma vie et être libre. Un jeune qui veut vivre aujourd'hui dès 20 ans, les parents vont dire t'es un peu fou, range-toi un petit peu, on verra après. Ouais, mais toi, c'est pas le conseil, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune qui se lance, même si les parents vont dire c'est dangereux, fais attention, etc. Ok, mais toi, en termes d'aspiration, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce jeune-là? Faut oser y aller, Enfin, effectivement, on a tous un entourage qui va un peu nous limiter à certains moments, de dire ce serait mieux de faire ci, ce serait mieux de faire ça. Et je pense que ça va venir avec le temps. Peut-être que ça viendra peut-être pas forcément à 20 ans, mais
Je pense que c'est de commencer déjà par des petits projets, des petites idées qu'on a en tête. Je sais pas, que ce soit au niveau des études, au niveau de Ouais. tout, de se dire, bah ouais, peut-être qu'on me conseille de faire ça, mais moi, ce que je veux finalement, c'est peut-être plus aller vers ces études-là et du coup, Mhm. commencer à y aller. Puis en fait, d'enclencher le processus un petit peu, de s'écouter et Mhm. d'aller là où on veut aller. Finalement, ben, on va pouvoir réaliser finalement toutes les choses. Enfin, petit à petit, en fait, on va commencer Mhm. à intégrer qu'on peut le faire et qu'on n'a pas forcément besoin du conseil des autres pour Ouais. faire ci ou faire ça Ouais. et que ça va se faire naturellement. Et je pense qu'on est dans une génération où en fait ça va devenir de plus en plus facile de le faire parce que Mhm. effectivement, je pense que nos parents, moi, ils me conseillaient d'être prof, d'avoir un métier stable, etc. Et, Sympa aussi. et oui, alors, mais du coup, j'ai peut-être, je sais pas, été un petit peu têtu ou Ah. je sais pas si c'est dans mon comportement ou autre, Mhm. mais de me dire que j'avais mes projets, j'avais mes envies Ah, ouais. et je les ai écoutés petit à petit et finalement, Mhm. ça t'amène à faire des trucs que tu n'aurais pas forcément imaginé il y a 4 Ouais. ou 5 ans. Ouais. Donc, j'ai pas forcément de conseils Ah. à donner, c'est toujours Tu viens de les difficile. donner en fait. Ouais. Tu viens de les donner. C'est super, c'est ton parcours, c'est ta Ouais. vision et c'est déjà beaucoup. Il y a une personne justement qui a été un accélérateur pour toi par rapport à ça, des rencontres. Tu dis bah tiens, ça, il m'a aidé et tu as envie de le remercier là par exemple d'ailleurs ou non, c'est plus des événements, des choses marquantes dans cette entreprise parce que c'est une Ouais. entreprise que tu. Ouais. Franchement, non, j'ai Non. pas eu de personne, Ouais. j'ai pas eu de personne avec Uh-huh. qui m'a fait un Ouais, déclic ouais, ou autre. ouais, J'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement en ouais, fait. ouais. T'as fait Euh, confiance et puis c'est fait je quoi. pense, ouais. Enfin, moi, c'est surtout, je pense, le moment où j'étais au lycée, Ouais, le bac, tout ça, ouais. où j'étais dans une filière S, Mm. où on faisait beaucoup de mathématiques, des choses comme ça, où je me suis rendu compte que ça convenait pas avec. Je me Mhm. disais, mais à quoi ça sert de faire ça? Enfin, qu'est-ce que ça va Mhm. m'apporter plus tard? Mhm. C'était pas forcément dans mon envie profonde de Ouais. vouloir apprendre ces choses-là. Mhm. Et puis même, j'étais un peu limité. Le sport de niveau, c'était très limitant en course d'orientation où on Mhm. était tout le temps en stage, devoir faire telle compétition, telle sélection, Mhm. etc. Et j'ai voulu me défaire petit à petit de ça. Donc je suis parti en BTS dans l'environnement. J'ai pu aller un peu en montagne, commencer à passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne. Et là, je me Mhm. suis rendu compte que ben, le sport de niveau, finalement, c'était pas une finalité, que j'avais pas. Enfin, j'avais. Enfin, je pratiquais la course d'orientation. J'étais dans un processus depuis quelques années. C'est toujours difficile de dire non à ce processus-là, sachant Mhm. que Mhm. bah, l'objectif, c'est qu'on t'emmène en équipe de France Ouais. senior, que tu perfs, etc. Et je me suis dit que finalement, ça me convenait plus. Et je pense que ça s'est fait petit à petit, d'année en année. Et voilà, après, c'est des décisions qu'on prend. Et moi, je suis content de Mhm. l'avoir pris. Et je sais il y en a pour qui le haut niveau, c'est bien construit et ça leur Mhm. convient très bien. Pour moi, c'était pas forcément le cas. Donc, voilà, après, on a tous T'avais pris une voie des. qui était le sport de haut niveau, qui Ouais. était là, bah voilà, une sorte de logique. En fait, tu avais une autre voie qui était la celle des études, et puis bah, Ouais. après, l'acheminement d'une vie pareil, hein, avec sa cohérence derrière. Et toi, tu crées une autre voie. Ouais, c'est ça. Ben, les études, finalement, pareil, les études, j'ai voulu arrêter finalement assez tôt parce que Mhm. j'ai envie d'apprendre, quoi. Mais c'est pour ça que Mhm. j'ai choisi un BTS. J'étais en alternance et du coup, je Ouais. faisais beaucoup Mhm. de semaines en entreprise, enfin, en tout cas, où Ouais. j'étais vraiment sur le terrain. Ouais. Et après, j'ai toujours choisi des études. J'ai fait une licence pro, pareil, où on avait 5 points de stage. Et pour moi, j'avais déjà envie d'apprendre Mhm. assez tôt, à être sur le terrain. J'en avais marre de rester en cours ou autre. Et j'avais besoin, en fait, Mhm. alors que j'étais bon élève, mais j'avais Ouais. ce besoin de Mhm. faire du concret et de faire quelque chose qui avait du sens, en fait, dans ma vie. Mhm. Et pour moi, bah, la fac, typiquement, c'était pas forcément ce cas-là parce que je me voyais pas faire encore des. T'aurais trop je sais pas, peut-être mots ou idées à nous partager, c'est sur le, on en a parlé, hein, tu as répondu, mais en partie, mais là, si on devait structurer un peu les choses, sens dans ma vie. Ouais. C'est quoi mettre du sens dans ta vie? Et ben, je pense qu'on a tous des motivations profondes, on a tous Mhm. des trucs. Des fois, on a des idées, ah, ça, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Et ben, pour moi, c'est ça le sens dans ma vie, c'est de me les avoir notés, enfin, de me les Mhm. être notés à un moment donné où j'avais envie de les faire Ouais. et les ressortir et de me dire, ben, ça a eu un sens à un moment donné de ma vie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que quand je repense à cette idée-là, Ouais. est-ce que ça a toujours un sens? Ah, Et c'est ça un petit peu pour moi, mettre du sens dans ma vie, c'est de réaliser les projets que j'ai eu envie de faire et que j'ai en moi. Et pas forcément. Et c'est ce qui est finalement le plus difficile, pas forcément rester dans la société actuelle où qui te dit de faire ci, de faire telles études, de faire tel boulot, et finalement qui te bride un petit peu, je mhm. trouve, dans tes projets, dans tes engagements que tu peux avoir. Mhm. Et justement, ça, je pense que ça change un petit peu parce que bah, finalement,
de voir les gens aussi réaliser leurs propres projets. C'est pour ça que moi j'aime bien aussi le partage et on a fait un film sur le Cross Norway, il y en aura un aussi sur mon aventure du Népal. C'est aussi montrer que on a des rêves, on a des projets, qu'on peut les réaliser et que tous ceux qui réalisent leurs rêves finalement c'est des personnes qui sont inspirantes et du coup tu t'en inspires toi-même et tu as envie aussi de faire ça. Tu te dis de transmettre et puis t'as l'impression que ces gens ils sont heureux et que tu te dis moi aussi j'ai envie de vivre ce qu'ils ont vécu, de me lancer un petit peu et encore une fois je trouve le plus dur c'est de sortir de cet engrenage de mes parents ils me disent de faire ci, mes copains me disent de faire ça Ça demande aussi, une certaine forme de courage. Certains Oui. diront, toi tu vas me dire, bah non, c'est pas courageux, c'est juste comme ça, c'est une suite logique, comme tu as dit, mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient te poser la question, enfin moi j'ai envie de te la poser. Comment tu arrives à écouter cette voix intérieure, enfin ce truc fort, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi, j'aimerais bien trouver quelque chose, en gros un projet, etc. Ouais. Mais je suis tellement conditionné par ce que tu dis, Ouais. la société, les parents, Ouais. et c'est normal, c'est la vie. Mais comment tu arrives à trouver des trucs, toi, à t'écouter intérieurement? En fait, je crois que Con, ma question, mais- je suis, moi, c'est que, je me sens pas bien, quoi. Enfin, en fait, Ah, je me sens pas bien. ouais, Je vais avoir une sorte de regret. Je vais pas me sentir bien. Et les moments où je m'écoute pas, en fait, ouais, c'est ça. Je vais pas me sentir forcément très bien. Et c'est par là, le truc, tu sens que tu as un truc, ça va pas, et ouais, tu vas aller chercher voilà, je sens que ça va pas. Je me dis, mais comment ça se fait que je suis pas forcément très heureux en ce moment dans ma Ouais, vie? ouais, Il y a des trucs qui vont pas. ouais, Pourquoi? Enfin, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ok. ce genre de projet, moi, ils me permettent de me libérer et de me dire, bah oui, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est ça, c'est des J'adore ton moments où visage j'étais quand tu moins bien. racontes ça. C'est parce que je t'ai remis dans ces périodes, peut-être dans ton BTS ou je sais pas où, dans quelqu'un et t'étais pas bien, tac, etc. On voyait sur ton visage Ouais. et d'un seul coup, il y a un projet qui est éclairant et Ouais. ton Ouais. visage qui rayonne. C'est génial. Finalement, le plus dur dans ces projets, c'est de Hein, se lancer. Enfin, c'est ouais. pas le projet en lui-même, C'est c'est pas de le se projet, lancer. c'est de Ouais, se c'est de lancer. se lancer. C'est d'oser se lancer. Ouais. Une fois que tu t'es lancé, tu as engagé la préparation. Hein. Pour moi, tu as fait quasiment le plus dur parce que tu te rends compte que ça y est, après, il y a tout qui va se dérouler et tu peux plus faire marche Il y a arrière. juste à redérouler ce que tu disais tout à l'heure quand tu es parti avec ton frangin, en fait, Ouais. à tout raconter la Ouais. vie, quoi. L'échelle, ce que vous avez vécu, c'est une vie en concentré, quoi. Ouais, effectivement. D'oser, d'y aller. Et de partir à deux, c'est une façon de se rassurer. c'est Je ce que t'as pense, dit. ouais. C'est ce que. Ouais. Typiquement, est-ce que seul je l'aurais fait? Peut-être pas sûr, quoi. Mais à la fin, tu te dis, la prochaine fois, je le ferai seul. Voilà, c'est ça. Ouais, Et là, ça a de la effectivement. confiance, Ouais. ça parlé de Oui, oui, confiance. ouais. Je pense que je suis très content de ce podcast, de cette conversation, parce que la finalité, c'est pas un podcast, c'est une conversation. Elle apporte beaucoup de choses au travers de ce que tu viens de nous dire, Fleury. Je te remercie pour ça. Moi, je le réécouterai en tout cas avec beaucoup d'appétit, ce podcast, pas pour m'écouter moi, mais t'écouter toi, parce que tu racontes vraiment des choses qui sont très inspirantes au travers de ce que toi, tu as pu découvrir de d'autres, Ouais. mais tu l'as approprié, quoi. Et ça devient l'histoire de ta vie, tu le documentes. Donc, on va avoir un super documentaire bientôt sur l'histoire de deux frangins. Ouais. Et puis après, il y en aura un autre sur le Népal. Alors, on va finir, et très très court, parce que vous êtes tous frustrés. Ouais, mais le Népal, on aurait trop aimé en parler. Ça va être trop bien. Pour ça, en fait, il suffit d'aller sur d'autres podcasts. Il y a plein de copains qui font des choses très très bien aussi. Tu as été interviewé par, comment il s'appelle, tu peux me rappeler? Try Story. Ouais, Train Story. Ouais. Après, Try Story, je crois que ça durait 45 minutes. Donc, et là, tu parles bien de cette aventure au Népal. On va la faire en flash. Ouais. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce Himal Race, c'est ça, le Great Himal Race. Ouais. Et puis comment l'idée qui vient d'aller là-bas, comment faire ça d'un point de vue sécuritaire, organiser, etc. Donc oui, il y a quelqu'un qui organise ça, pas tous les ans, mais ça existe. Ouais. Donc on va parler un tout petit peu. Mais donc sur ce trail-là, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels tu racontes cette épopée? Il y a quelques parts sûres. Quelque part sûr. Ouais, je crois que D'accord. c'est un des premiers. Et puis il y a eu un petit extrait dans la bande AD+, on a passé Et la bande AD+, avec 15-20 minutes Ok. sur Ouais. la rubrique Esprit Wise là. Donc, voilà. Ok, très très bien, super. Donc là, si tu devais faire un peu le teasing pour donner l'appétit, mettre en bouche ceux qui disent alors, on les a déjà perdus là, j'ai 17, ils sont déjà partis. Attends, c'était un peu long, Cyril, désolé, on est parti ailleurs. Non, ceux qui sont encore là, si on fait un peu le teasing du Népal, pourquoi t'es parti là? Tiens, finalement, pourquoi? C'est ça ta question. Je ne me sens pas bien dans ma vie, je cherche un pourquoi, un sens, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, pour le coup, c'est pas je me sentais pas bien, c'est Ouais. que je me sentais bien, mais j'ai eu envie De enfin, plus. j'ai envie de plus et j'ai eu envie de. Le Népal, c'est toujours un pays Ouais. que j'ai eu envie de découvrir. Et puis réaliser une traversée de l'Himalaya népalais, pour moi, ça résonnait un petit peu en moi quand même. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place. J'ai su que un an et demi avant que Bruno Poirier, l'organisateur, organisait une course. Donc en gros, on a été 28 au départ pour 28. partir sur cette Great Himal Race. C'est une course en autonomie, on porte notre matos, pas de balisage.
on doit s'adapter, on ne sait pas trop où on va dormir. Voilà, c'est une aventure en soi. Il l'organise aussi comme course, c'est-à-dire qu'on chronomètre quand même nos journées. On n'y va pas forcément pour ça de base. Et voilà, ça reste une super aventure à travers le Népal. Et du coup, c'était une aventure exceptionnelle. Je me suis senti vraiment très très bien durant tout ce projet-là. Et voilà, j'espère qu'il y aura un film qui va retracer aussi cette aventure-là. Donc j'espère que vous l'apprécierez et que vous le verrez. Il sortira sûrement fin d'hiver, comme normalement. C'est toi qui te filmais? Donc, alors je me filmais un petit peu et puis il y a 2 personnes qui sont venues aussi durant 10 jours pour faire des images aussi. D'accord. Donc voilà, il y aura une histoire qui va raconter tout ça. Et puis c'était vraiment une aventure exceptionnelle. Ouais. Mais je peux pas trop vous en dire plus maintenant parce que je vais devoir y aller. Parce qu'on est à Chamonix et que moi je fais le podcast d'habitude, je vais chez les gens, c'est calme, c'est cool. J'étais chez Ludo Pomeray la semaine dernière, on a passé un temps, c'est génial. Mais là, à Chamonix, c'est plus rythmé. Je te remercie d'avoir consacré ce temps au frais, à côté du train et chez la clinique du coureur. Écoute, je te souhaite plein de nouveaux projets, plein de nouvelles créations. Moi, j'ai encore plein de questions à te poser. J'espère qu'on se reverra. Et peut-être qu'on en fera un deuxième sur Champion de ma vie, pas sur Objectif Finisher, où là, on sera plus dans justement ce parcours de vie et pourquoi pas le sport de haut niveau. Comment tu vois la suite? Ce sera super intéressant. Avec plaisir. Merci à toi, Fleury. Merci à toi, Cyril. Très bonne continuation. Invité, et puis, à Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire? N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.